Mes parents distribuaient des billets pour Disney à tous les petits-enfants, un par un, dans une ambiance de fête familiale. Quand ce fut le tour de mon fils, mon père a regardé la pile dans sa main et a dit « Je crois qu'on s'est trompé dans le compte. » Au lieu de régler le problème, ils ont simplement ri et ont donné les 2 billets restants à 2 enfants inconnus portant des diadèmes Mickey. Mon fils est resté là, immobile, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Je n'ai rien dit. J'ai juste observé pendant qu'un couple d'inconnus passait par là et recevait les billets en trop avec un sourire. Mon fils tenait encore le gobelet de limonade que je lui avais acheté, le serrant comme si c'était tout ce qu'il lui restait. Autour de moi, les conversations ont repris. Les rires aussi. Ma belle-sœur a proposé de faire une photo de groupe. Mon frère a plaisanté sur le petit souci de calcul, tout en buvant sa bière. Et moi, j'étais là, avec cette brûlure dans la gorge, incapable de prononcer un mot. J'ai vu Ethan baisser la tête. Il n'a pas pleuré, il a juste soufflé dans sa limonade, comme s'il essayait de disparaître dans les bulles. Je crois que c'est à ce moment précis que quelque chose s'est cassé en moi. Pas seulement à cause de la scène, mais parce que j'ai compris que ce n'était pas un accident. Ce genre de malentendu arrivait toujours à mon fils. Il n'était pas le petit-fils préféré. Il était juste celui d'Amber. Et Amber, dans cette famille, c'était moi, la fille qui avait tout gâché. Celle qui avait quitté le mari parfait, qui avait refusé de revenir à Chicago quand tout s'était écroulé. Celle qu'on tolère parce qu'on ne veut pas d'histoire. Alors oui, je me suis tue, parce que j'ai déjà essayé de parler. Et je sais comment ça se termine. Des regards froids, des rires gênés, et quelqu'un qui dit que je dramatise. Mais en voyant mon fils regarder les autres enfants agiter leurs billets comme des trophées, j'ai juré que ce serait la dernière fois qu'on le ferait se sentir invisible. Je ne savais pas encore comment. Mais j'allais leur faire comprendre, à tous. Le lendemain, Ethan s'est réveillé plus tôt que d'habitude. Il m'a demandé si on allait quand même aller à Disney, mais un autre jour, juste nous deux. Sa voix était douce, pleine d'un espoir naïf qui m'a brisé le cœur. J'ai menti. J'ai dit que oui, bien sûr, on irait un jour. Je lui ai promis sans réfléchir, simplement pour voir son visage s'éclairer. Il a souri, et je me suis détestée pour ce mensonge. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais restée assise dans la cuisine, à fixer mon téléphone. J'avais relu les messages de ma mère envoyés la veille. Rien sur ce qui s'était passé. Elle parlait juste de la magnifique journée et de l'ambiance incroyable. Pas un mot sur le fait qu'ils avaient humilié mon fils devant tout le monde. Je me suis demandé si elle s'en rendait compte. Peut-être que non, ou peut-être que si, mais que ça l'arrangeait de ne pas voir. J'ai tapé un message, puis je l'ai effacé. J'en ai écrit un autre, plus dur, plus direct, et je l'ai encore supprimé. Finalement, je n'ai rien envoyé. C'était toujours comme ça avec eux. J'hésitais, je me demandais si j'exagérais, puis je laissais tomber. Dans la matinée, mon frère m'a appelé. Il riait, comme si de rien n'était. Il m'a dit que leur père voulait qu'on envoie les photos de la fête pour les publier sur le groupe familial. J'ai répondu que je n'en avais pas pris. C'était vrai, je n'avais pas eu envie. Il a ajouté, d'un ton léger, que ce serait bien de ne pas rester bloqué sur hier. J'ai raccroché sans répondre. Je me suis regardée dans le miroir au-dessus de l'évier. J'avais ce visage fatigué, les yeux gonflés, le genre de regard qu'on a quand on se retient de pleurer depuis trop longtemps. Je me suis dit que j'avais accepté trop de choses. Pas seulement hier, mais depuis des années. Mon père m'avait toujours reproché de ne pas être assez stable, pas assez docile. Pas comme mon frère, ni comme la fille à qui il aurait voulu que je sois. Quand j'ai quitté Marc, mon ex-mari, ils n'ont pas vraiment pris ma défense. Pour eux, c'était mon choix, mon erreur. Ils disaient mais qu'il fallait penser à Ethan, qu'un enfant avait besoin d'un père. Ce qu'ils ne disaient pas, c'est qu'ils préféraient Marc à moi, parce qu'ils savaient jouer leur jeu, sourire, flatter, feindre la perfection. Et moi, à côté, j'étais celle qui dérangeait. En fin d'après-midi, j'ai reçu un message inattendu. Une photo. C'était ma nièce, à Disney, tenant fièrement ses billets avec ses cousins. Ils portaient tous des oreilles de Mickey. Derrière eux, mes parents souriaient. Ethan n'était pas là, évidemment. Mais ma mère avait écrit en légende, tous les petits-enfants réunis pour un jour magique. Je suis restée figée. J'ai regardé la photo longtemps, sans respirer. Ce n'était même pas seulement l'injustice, c'était l'effacement, comme si mon fils n'existait pas. Comme s'ils avaient décidé qu'il n'était pas vraiment de la famille. Je crois que c'est à ce moment-là que ma colère a pris une forme claire. Jusqu'ici, elle était diffuse, mélangée à de la tristesse et de la résignation. Mais en voyant cette image, tout s'est aligné dans ma tête. J'ai ouvert l'ordinateur. J'ai commencé à chercher des billets. Pas pour Disney, pas pour leur faire plaisir ou rattraper le coup. Non, je voulais partir. Loin d'eux, loin de tout ça. Ethan méritait mieux que des grands-parents qui choisissaient leurs petits-enfants comme on choisit des favoris dans une vitrine. J'ai trouvé un vol pour Seattle. C'était impulsif. Je ne connaissais personne là-bas, mais je me souvenais d'une collègue qui y vivait et m'avait parlé d'un poste dans son entreprise. J'ai hésité 2 secondes,
Puis j'ai réservé. Ce soir-là, j'ai préparé nos valises pendant qu'Ethan dormait. Je me suis arrêtée plusieurs fois, prise de doute. Partir comme ça, sans prévenir, c'était radical. Mais rester, c'était continuer à laisser les autres lui apprendre qu'il ne comptait pas. J'ai regardé son petit corps endormi, ses cheveux collés sur le front. Il avait l'air paisible, comme s'il ne se souvenait déjà plus de la veille. J'ai posé ma main sur sa joue et j'ai chuchoté que tout allait changer. Je ne savais pas encore ce que j'allais dire à mes parents, mais une chose était sûre. Cette fois, ils allaient m'entendre. Le matin du départ, tout était silencieux. Ethan dormait encore quand j'ai chargé les valises dans la voiture. Le ciel était gris et cette absence de lumière rendait tout plus simple, presque apaisant. J'avais laissé un mot sur la table. Quelques lignes polies, neutres, sans accusation. Merci pour tout. Nous avons besoin de prendre un peu de distance. Je vous appellerai quand nous serons installés. C'était bref, mais suffisant. Je savais qu'il lirait entre les lignes. Il comprendrait que ce n'était pas juste des vacances. Ethan s'est réveillé pendant que je bouclais son sac à dos. Il a frotté ses yeux et m'a demandé si on partait, pour de vrai. J'ai hoché la tête. Il a souri, d'un sourire encore incertain, mais je crois qu'il sentait que cette fois, ce n'était pas une promesse vide. La route jusqu'à l'aéroport a été longue, mais calme. Je me suis surprise à respirer plus librement. C'était la première fois depuis des années que je ne regardais pas mon téléphone toutes les 5 minutes, de peur qu'un message de ma mère ou de mon père ne gâche ma journée. Dans l'avion, Ethan s'est endormi contre moi. Je l'ai regardé dormir, la tête appuyée sur mon épaule. Il avait toujours cette manière de se coller à moi comme s'il cherchait à s'assurer que je ne disparaîtrais pas. Et je me suis juré que plus jamais personne ne le ferait se sentir abandonné. Quand nous sommes arrivés à Seattle, tout paraissait différent. L'air, la lumière, même les gens dans l'aéroport. Je me sentais étrangère, mais pas perdue. J'avais enfin la sensation d'avoir repris le contrôle. J'ai trouvé un petit appartement meublé, près d'un parc. Rien de luxueux, mais propre, lumineux, avec une fenêtre donnant sur la rue. Ethan a choisi sa chambre, la plus petite, mais avec un placard qu'il a immédiatement transformé en cabane secrète. En le regardant s'y installer, j'ai eu la certitude d'avoir pris la bonne décision. Pendant les premiers jours, tout s'est enchaîné rapidement. Je suis allée voir la collègue dont je me souvenais, Megan. Elle travaillait dans une petite agence de design. Il cherchait quelqu'un pour gérer la partie administrative. Le poste n'était pas glorieux, mais il était stable, et j'avais besoin de stabilité. Megan a parlé de moi à son patron, et 2 jours plus tard, j'ai eu un entretien. Je n'avais pas eu de vraie conversation professionnelle depuis des mois. J'étais nerveuse, maladroite, mais déterminée. Quand il m'a demandé pourquoi j'avais quitté mon ancien emploi à Chicago, j'ai simplement dit que j'avais voulu repartir à zéro. Il n'a pas posé de questions. J'ai eu le poste. Pendant ce temps, les messages de ma famille ont commencé à arriver. D'abord ma mère, qui me demandait si tout allait bien. Puis mon frère, plus direct. Papa est furieux. Il dit que tu as fait une crise pour rien. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, mon père a appelé. J'ai laissé son appel sans réponse. Il a laissé un message vocal. Sa voix était calme, presque trop. Il disait que je devais réfléchir à ce que j'étais en train de faire, que je ne pouvais pas priver Ethan de sa famille, comme si j'étais en dehors du tableau. J'ai écouté le message jusqu'au bout, sans bouger. Puis j'ai supprimé la notification et j'ai fermé mon téléphone. Le soir, Ethan a voulu qu'on accroche un dessin au mur. Il avait dessiné un grand château, avec 2 personnages, lui et moi, tenant la main. En haut, il avait écrit maladroitement « Notre maison magique ». J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je lui ai dit que c'était parfait. Ce dessin, plus que tout, m'a rappelé pourquoi je faisais tout ça. Les semaines suivantes, j'ai commencé à respirer pour de vrai. Le travail me plaisait. Ethan s'était fait un ami à l'école, un petit garçon timide comme lui. Le soir, on dînait en écoutant de la musique, sans cris, sans reproches. J'avais presque oublié ce que c'était. La tranquillité. Et puis, un soir de vendredi, alors que je rangeais la cuisine, on a frappé à la porte. Je n'attendais personne. Ethan regardait un dessin animé dans le salon. Quand j'ai ouvert, j'ai d'abord cru que j'hallucinais. Devant moi, sur le palier, se tenait mon père. Costume impeccable, manteau sombre, la même expression autoritaire que d'habitude. Je n'ai pas eu le temps de dire un mot. Il a simplement dit « On doit parler ». Je suis restée figée un moment, la main encore sur la poignée. J'ai senti mon estomac se contracter. Je ne m'attendais pas à le voir ici, à plus de 3000 kilomètres de Chicago. Sa présence avait quelque chose d'irréel, presque agressif, comme si tout le calme que j'avais reconstruit en quelques semaines venait de s'effondrer d'un seul coup. Je l'ai laissé entrer, par réflexe plus que par volonté. Il a enlevé son manteau, a regardé autour de lui d'un air critique. Il n'a rien dit, mais son regard suffisait. Ce n'était pas à son goût. Trop petit, trop modeste, pas assez digne de sa fille. Ethan s'est levé du canapé, surpris. Il a couru vers lui, mais s'est arrêté en plein élan. Mon père ne l'a même pas regardé tout de suite. Il a simplement dit un « Salut, champion », distrait, comme s'il s'adressait à un voisin.
Ethan a répondu timidement. Puis il est retourné s'asseoir, sans un mot. Mon père s'est installé à la table, comme s'il était chez lui. Il a croisé les mains et m'a observé. Tu as disparu sans prévenir. Sa voix était calme, mais chaque mot sonnait comme un reproche. Je me suis assise en face, les bras croisés. Je t'ai laissé une note. Une note? Pour dire que tu fuis ta famille avec ton fils? J'ai inspiré lentement pour ne pas exploser. Ethan entendait tout depuis le salon. J'ai répondu plus bas. Je n'ai pas fui. J'ai protégé mon fils. Il a haussé les sourcils, un rictus au coin des lèvres. Protégé de quoi? De ses grands-parents? Amber, tu es en train d'élever ce garçon dans une illusion. Il a besoin de stabilité, pas de tes impulsions. J'ai senti la colère monter, celle que j'avais contenue pendant des années. Stabilité? Tu veux parler du moment où tu lui as refusé un billet sous prétexte d'une erreur de calcul? Ou du moment où vous l'avez effacé des photos comme s'il n'existait pas? Son visage s'est durci. Il a levé la main, pas pour me frapper, mais comme pour m'interrompre. Tu dramatises encore? Tu vois toujours les choses de travers. On a fait une erreur, c'est tout. Et maintenant tu veux nous punir pour ça? J'ai eu envie de rire, mais c'était un rire amer, sans joie. Ce n'est pas une erreur quand ça arrive toujours au même enfant. Un silence lourd est tombé. Mon père a détourné le regard vers la fenêtre. Tu es toujours la même, a-t-il murmuré. Tu prends tout personnellement, tu inventes des histoires, tu refuses d'accepter ta part de responsabilité. Ces mots, il les avait déjà dit tant de fois que je pouvais les réciter moi-même. Mais cette fois, ils n'avaient plus le même effet. J'étais fatiguée, oui, mais pas brisée. Je me suis levée, j'ai pointé la porte. Tu devrais partir. Il m'a regardé, surpris. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que je tienne tête. Tu veux vraiment couper les ponts? C'est ça ton plan? Me priver de mon petit-fils? J'ai répondu sans trembler. Non, c'est toi qui t'en es privé tout seul. Il a serré la mâchoire. Ses yeux se sont assombris, comme s'il essayait de ravaler quelque chose. Puis, sans un mot, il s'est levé, a remis son manteau et a marché vers la porte. Avant de sortir, il s'est tourné vers moi. Tu vas regretter ça, Amber. Tu te souviendras de ce que je t'ai dit. J'ai fermé la porte derrière lui sans répondre. Je suis restée appuyée contre le mur, incapable de bouger. Mes mains tremblaient. Ethan est venu me voir quelques secondes plus tard. Il m'a demandé si Papy allait revenir. J'ai répondu que non, pas tout de suite. Il a simplement hoché la tête, comme s'il comprenait mieux que moi la gravité de ce qui venait de se passer. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. J'ai repensé à ces mots, à cette menace à peine voilée. Tu vas regretter ça. Je savais que ce n'était pas une phrase lancée au hasard. Mon père n'agissait jamais sans plan. S'il avait pris la peine de venir jusqu'ici, c'est qu'il avait une idée derrière la tête. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'école. Une voix polie mais tendue m'a informé qu'un homme s'était présenté, disant être le grand-père d'Ethan, et qu'il voulait vérifier que tout allait bien à la maison. Mon sang s'est glacé. J'ai remercié la secrétaire, j'ai raccroché, et j'ai compris une chose très simple. Il ne comptait pas me laisser tranquille. Je suis restée un long moment assise à la table, le téléphone encore dans la main. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression d'entendre le sang dans mes oreilles. Je savais que mon père pouvait être manipulateur, mais je n'avais jamais imaginé qu'il irait jusque-là. Aller à l'école. Parler d'Ethan. Insinuer que quelque chose n'allait pas bien à la maison. J'ai eu envie de pleurer, mais rien ne sortait. À la place, j'ai commencé à trembler. Je savais comment il fonctionnait. Il ne criait jamais. Il sapait les gens, lentement, par des insinuations, des phrases bien placées, des doutes qu'il semait dans la tête des autres. Et maintenant, il voulait que l'école doute de moi. Ethan jouait dans sa chambre, inconscient de ce qui se passait. J'ai pris une grande inspiration, je me suis forcée à me calmer. Je ne pouvais pas perdre le contrôle. Pas devant lui, pas maintenant. J'ai appelé la directrice. Sa voix était mesurée, mais j'ai senti une certaine réserve. Elle m'a expliqué qu'ils avaient simplement pris note de la visite, que rien de problématique n'avait été constaté, mais que, par précaution, un rapport allait être rédigé. J'ai remercié, en essayant de garder un ton neutre. Quand j'ai raccroché, je me suis sentie vide. Mon père venait de franchir une ligne. Et je savais ce que cela signifiait. Il voulait me faire passer pour instable. C'était une vieille stratégie qu'il avait déjà utilisée autrefois, quand j'étais adolescente. Chaque fois que je m'opposais à lui, il disait à ma mère que j'étais dramatique, émotive, déséquilibrée. Elle finissait par le croire, ou faisait semblant de le croire, pour éviter les disputes. Mais cette fois, il ne parlait plus seulement de moi. Il touchait à Ethan. Et ça, je ne pouvais pas le laisser passer. J'ai envoyé un message à Megan, ma collègue. Je lui ai raconté ce qui s'était passé à l'école, sans trop de détails. Elle m'a appelée aussitôt, inquiète. Elle m'a conseillé de noter tout ce qui s'était dit, de garder des preuves. J'ai suivi son conseil. J'ai écrit chaque détail, la date, l'heure, les mots exacts de la secrétaire. Le soir, j'ai préparé le dîner, mais Ethan n'avait pas très faim. Il m'a demandé pourquoi j'étais si silencieuse.
J'ai dit que j'étais fatiguée. Il m'a alors tendu un dessin qu'il avait fait à l'école, lui et moi dans un avion, avec la phrase « On va toujours ensemble ». J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai juste répondu que oui, toujours. Plus tard, quand il s'est endormi, je suis restée à côté de lui un long moment. Je le regardais respirer, paisible, pendant que mon esprit tournait à toute vitesse. Et si mon père essayait d'aller plus loin, s'il contactait les services sociaux, il en serait capable. Il avait les relations, l'argent, et surtout, cette conviction d'avoir toujours raison. Je savais que si je voulais protéger Ethan, je devais agir avant lui. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un avocat local, pas pour lancer une bataille, mais pour me renseigner. Je voulais savoir mes droits, au cas où. L'avocate, une femme d'une 50aine d'années, m'a reçue avec bienveillance. Je lui ai tout raconté. Elle a pris des notes sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a dit calmement « Votre père essaie de construire un récit contre vous. Ce genre de comportement est plus fréquent qu'on ne le pense. Il faut simplement être prête. » Elle m'a conseillé de tout documenter, de ne plus jamais le laisser approcher de l'école sans mon accord écrit et de prévenir la direction. J'ai tout noté. En sortant du cabinet, j'ai senti un mélange étrange de peur et de soulagement. Peur, parce que j'avais conscience de ce qu'il pouvait encore tenter. Soulagement, parce que cette fois, j'avais un plan. Mais quand je suis rentrée à l'appartement, j'ai tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. La porte n'était pas verrouillée. Pourtant, je me souvenais très bien l'avoir fermée le matin. Rien n'était renversé, rien n'avait été volé, mais certains objets n'étaient en plus à leur place. Des détails presque invisibles. Un cadre tourné vers le mur, un jouet déplacé, une tasse posée à un endroit inhabituel. Ethan jouait dans sa chambre, inconscient. J'ai senti la sueur froide couler le long de mon dos. J'ai regardé autour de moi et j'ai compris. Quelqu'un était venu ici. Pas pour voler, pour me faire comprendre que je n'étais pas en sécurité. J'ai vérifié chaque pièce, sans un bruit. Le placard, la salle de bain, même sous le lit d'Ethan. Rien. Tout paraissait normal, mais ce sentiment dans ma poitrine ne partait pas. Ce n'était pas de la panique, c'était quelque chose de plus lourd, plus précis, la certitude que quelqu'un avait franchi la limite. Je n'ai rien dit à Ethan. Il m'a demandé pourquoi je regardais partout comme ça. J'ai répondu que j'avais cru avoir oublié mes clés. Il m'a cru, et j'ai fait en sorte que ma voix reste stable. Je lui ai demandé d'aller jouer pendant que je vérifiais la fenêtre du salon. Quand il s'est éloigné, j'ai fermé chaque verrou, j'ai tiré les rideaux, et je me suis assise sur le canapé, incapable de réfléchir pendant quelques secondes. J'ai pris une photo de la porte, de la poignée, du cadre tourné contre le mur. Puis j'ai tout noté dans le carnet où je consignais désormais chaque événement depuis la visite de mon père. Je savais ce que c'était. Une mise en scène, une manière de me faire douter de moi-même. Il avait déjà utilisé cette méthode autrefois quand j'étais encore chez eux. Il déplaçait des objets dans ma chambre, et quand je disais qu'ils n'étaient plus à leur place, il me répondait que j'avais dû mal ranger. À la fin, je croyais vraiment perdre la tête. Mais cette fois, je savais. Et je n'allais pas lui laisser ce pouvoir. J'ai installé une caméra intérieure que j'avais achetée pour surveiller Ethan quand je travaillais tard. Je l'ai placée discrètement sur l'étagère du salon, dirigée vers la porte d'entrée. J'ai vérifié qu'elle fonctionnait, puis je l'ai laissée enregistrer. Le soir, je n'ai presque pas mangé. Ethan a parlé de l'école, de son ami Lucas, de la fête de Noël à venir. J'ai fait semblant d'écouter, hochant la tête, souriant quand il fallait, mais j'étais ailleurs. Je pensais à mon père, à la manière dont il m'avait regardé avant de partir, comme s'il savait déjà comment me déstabiliser. Quand Ethan s'est endormi, j'ai éteint les lumières et je suis restée dans le salon, à écouter le silence. Chaque craquement du bois, chaque bruit du couloir me faisait sursauter. Vers minuit, j'ai fini par m'assoupir sur le canapé, les bras croisés. À 3h12, un bruit sec m'a réveillée. Un déclic, léger, comme une porte qu'on pousse doucement. Je suis restée immobile, retenant ma respiration. J'ai attendu. Rien d'autre. Pas un pas, pas un souffle. Peut-être le vent, peut-être mon imagination. Mais je n'ai pas pu me rendormir. Au matin, j'ai directement ouvert l'application de la caméra. J'ai avancé les images, tremblantes. À 3h12, on voyait la porte bouger légèrement. Juste 1 centimètre, peut-être 2. Comme si quelqu'un avait essayé d'ouvrir, mais s'était ravisé. Pas de visage, pas de silhouette, seulement le mouvement. Je suis restée figée, incapable de respirer. Je savais que le verrou était solide, que j'avais bien fermé. Il fallait la clé pour tourner la poignée de l'extérieur. Ce qui voulait dire que la personne qui avait essayé avait probablement une copie, et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait en avoir une. Mon père. J'ai appelé la police. Ma voix tremblait, mais j'ai tout expliqué calmement. Ils ont envoyé une patrouille pour vérifier. Les 2 agents ont inspecté la porte, posé quelques questions, pris note de la vidéo. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun signe d'effraction, donc rien à signaler, mais qu'ils allaient en faire une ronde dans le quartier pendant quelques jours. Quand ils sont partis, je me suis sentie à la fois soulagée
et terriblement seule. Je suis allée dans la chambre d'Ethan. Il dormait encore, les bras écartés, son doudou contre le visage. J'ai eu un moment de vertige. Et s'il essayait de le prendre? S'il voulait me punir en me l'enlevant, même juste pour quelques heures, l'idée m'a glacé le sang. Le soir même, j'ai changé la serrure. J'ai prévenu le propriétaire, prétextant un incident banal. J'ai aussi acheté une deuxième caméra, cette fois dirigée vers la fenêtre de la cuisine. Les jours suivants, tout est resté calme, trop calme. Aucune visite, aucun message. Mon père ne donnait plus signe de vie. Même ma mère n'appelait plus. Je savais que ce silence n'était pas un oubli, c'était un avertissement. Une semaine plus tard, j'ai reçu une enveloppe sans expéditeur. Pas de nom, pas d'adresse, juste mon prénom écrit à la main. À l'intérieur, une seule photo. Ethan, dans la cour de l'école, en train de jouer à la balançoire. J'ai eu la nausée. Je suis restée debout au milieu du salon, la photo entre les mains, incapable de bouger. Elle n'avait rien de spectaculaire, pas de menace écrite, pas de signe évident d'alerte. Mais le simple fait qu'elle existe suffisait. Quelqu'un avait pris cette photo de mon fils sans que je le sache, et l'avait ensuite glissée dans ma boîte aux lettres. J'ai regardé les bords du papier. C'était un tirage récent, brillant, avec encore une légère odeur de produit photo. Pas un hasard, pas une trouvaille. Quelqu'un avait voulu que je la voie. J'ai vérifié toutes les fenêtres, encore une fois, puis j'ai verrouillé la porte à double tour. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal aux tempes. Ethan jouait dans sa chambre. Je ne voulais pas qu'il me voie comme ça, alors j'ai glissé la photo dans un tiroir, sous une pile de papier. Je savais que ce n'était pas un inconnu. Mon père était derrière tout ça. J'en étais certaine. C'était exactement son style. Faire sentir sa présence sans jamais se montrer. Créer le doute, faire naître la peur, sans rien dire d'assez concret pour que la police agisse. Mais cette fois, il avait franchi une ligne que je ne pouvais pas ignorer. J'ai appelé l'avocate. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, jusqu'à la photo. Elle m'a dit d'aller immédiatement déposer une main courante. Elle m'a aussi conseillé de prévenir la direction de l'école, de leur donner une copie de la photo, au cas où quelqu'un reviendrait traîner près du terrain de jeu. Je suis allée au poste de police en début d'après-midi. Le policier a pris ma déposition sans vraiment cacher son scepticisme. Il a noté les faits, m'a posé quelques questions, puis a dit que, sans preuve directe, il ne pouvait pas faire grand-chose. J'ai insisté, j'ai montré la photo, j'ai parlé de la tentative d'ouverture de porte. Il a soupiré, m'a dit qu'ils allaient surveiller les environs. En sortant du commissariat, j'ai eu cette sensation d'étouffement. J'étais seule contre quelqu'un qui savait parfaitement comment contourner les règles. Le soir, j'ai fixé le tiroir fermé. Je savais que si je laissais la peur m'envahir, il aurait gagné. Mais je n'arrivais pas à m'empêcher de penser à toutes les façons dont il pouvait encore m'atteindre. Un appel anonyme à la protection de l'enfance, une rumeur au travail, un faux témoignage. Il avait les moyens, les relations, et surtout, cette froideur qui le rendait si crédible. Je me suis juré que s'il tentait une nouvelle approche, cette fois, je le confronterais directement. 3 jours plus tard, il m'a devancé. Quand je suis arrivée à l'école pour récupérer Ethan, la directrice m'a fait signe d'attendre dans son bureau. Elle avait cet air gêné que je connaissais trop bien, celui qu'on prend avant d'annoncer quelque chose d'injuste. Elle m'a expliqué qu'un signalement avait été transmis au district scolaire. Quelqu'un affirmait qu'Ethan montrait des signes de négligence émotionnelle, qu'il semblait effrayé à la maison. Je crois que je n'ai rien dit pendant plusieurs secondes. J'entendais ces mots, mais ils n'avaient pas de sens. Elle a ajouté que, conformément au protocole, une visite à domicile serait programmée dans les prochains jours pour vérifier la situation. Je suis sortie du bureau sans répondre, tremblante. Ethan m'attendait dehors, le sac sur l'épaule, souriant. J'ai pris sa main et je l'ai serrée un peu trop fort. Il m'a regardé, surpris. J'ai dit que tout allait bien. Mais rien n'allait. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai rassemblé tous les documents, toutes les preuves, la vidéo de la porte, la photo, les messages, les notes. J'ai tout mis dans un dossier, prêt à être montré à l'inspecteur quand il viendrait. Ethan s'est réveillé en pleurant vers 3 heures du matin. Il a dit qu'il avait fait un cauchemar, qu'un homme frappait à la fenêtre. J'ai voulu lui dire que ce n'était qu'un rêve, mais je n'en étais pas sûre moi-même. Je l'ai pris dans mes bras, je lui ai promis qu'il n'avait rien à craindre. Mais au fond, moi, je savais que j'avais peur. Le lendemain matin, en ouvrant la boîte aux lettres, j'ai trouvé une autre enveloppe. Pas de photo cette fois. Juste un mot, écrit de la même main ferme et nette que je reconnaîtrais entre mille. Si tu continues à m'éloigner de mon petit-fils, je ferai ce qu'il faut pour le récupérer. Je suis restée debout sur le palier, l'enveloppe ouverte, les doigts crispés autour du papier. Il n'y avait pas de signature, bien sûr, mais je n'en avais pas besoin. J'aurais reconnu cette écriture entre mille, celle que je voyais sur les cartes de vœux, sur les notes qu'il laissait à ma mère, sur les listes qu'il affichait sur le frigo quand j'étais enfant, les lettres penchées, rigides, calculées, comme lui. Je suis rentrée dans l'appartement, j'ai fermé la porte à clé, et j'ai relu la phrase plusieurs fois. Je ferai ce qu'il faut pour le récupérer.
Elle me tournait dans la tête, encore et encore, jusqu'à devenir un bourdonnement. Je me suis assise à la table, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai éclaté en sanglots. Pas de colère, pas de dignité, juste un épuisement total. J'en avais assez de cette peur constante, de cette guerre invisible qu'il menait contre moi. Quand j'ai entendu les pas d'Ethan dans le couloir, j'ai essuyé mes joues aussi vite que j'ai pu. Il m'a demandé si j'étais malade. J'ai dit que non, que j'avais juste mal dormi. Il m'a cru, ou peut-être qu'il a fait semblant, comme il le faisait de plus en plus souvent. J'ai fait une copie du message, puis j'ai appelé l'avocate. Elle m'a demandé de venir immédiatement. J'y suis allée en tremblant, le papier plié dans mon sac. Elle a tout lu sans un mot, puis elle m'a regardé droit dans les yeux. C'est une menace claire. Il ne s'arrêtera pas. Elle m'a conseillé de demander une ordonnance restrictive. Je devais le faire vite, avant que la visite des services sociaux n'ait lieu, parce qu'après, tout pourrait être interprété contre moi. Je suis sortie du cabinet avec les mains moites, la tête vide. Chaque pas jusqu'à la voiture me paraissait lourd, mécanique. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, prendre Ethan et partir encore plus loin, mais je savais que fuir ne servirait plus à rien. Il me retrouverait toujours. Le lendemain, j'ai déposé la demande. On m'a fixé une audience préliminaire pour la semaine suivante. Une semaine. 7 jours à tenir sans incident. Sauf que le soir même, il y a eu un incident. En rentrant de l'école, Ethan m'a tendu une petite feuille pliée. Il a dit qu'un monsieur poli la lui avait donnée à la sortie en lui disant de me la remettre. Mon sang s'est glacé. J'ai déplié la feuille. C'était une photocopie d'un document juridique. Une demande de garde partagée déposée au tribunal de l'Illinois. À côté, un post-it. Tu vois, je fais tout dans les règles. J'ai dû m'asseoir pour ne pas tomber. Ethan me regardait sans comprendre, inquiet. J'ai dit que ce n'était rien, qu'il ne devait jamais parler à des inconnus, même s'ils semblaient gentils. Il a hoché la tête, les yeux grands, silencieux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une minute. Je pensais à tout ce qu'il pouvait dire de moi, qu'il me considérait instable, que j'avais fui l'État, que j'étais une mère en fuite. Je pouvais presque entendre sa voix, calme, persuasive, expliquant à un juge que je n'étais pas équilibrée, qu'il voulait seulement protéger son petit-fils. Et s'il gagnait? Je me suis levée, j'ai ouvert la valise que je gardais dans le placard. J'ai commencé à y mettre quelques affaires. Des vêtements, les papiers importants, l'album de photos d'Ethan, puis je me suis arrêtée. Je ne pouvais pas recommencer à fuir, c'est ce qu'il attendait. Il voulait que je panique, que je fasse une erreur qu'il pourrait utiliser contre moi. Alors, au lieu de partir, j'ai décidé de tout préparer autrement. Le lendemain matin, j'ai appelé Megan. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. Puis, elle m'a proposé quelque chose d'inattendu. Venir habiter quelques jours chez elle, le temps que tout se calme. Elle avait une maison en périphérie, avec un jardin et une chambre libre. J'ai accepté. Le soir même, elle est venue nous chercher. Ethan était excité à l'idée de dormir chez quelqu'un d'autre, sans savoir vraiment pourquoi. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard à l'appartement. Tout était en ordre, silencieux. Je me suis dit que si quelqu'un entrait cette fois, au moins, il ne nous trouverait plus là. Chez Megan, l'ambiance était différente. La maison sentait le café et la peinture fraîche. Elle nous a installés dans une petite chambre à l'étage. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu la sensation d'un abri réel, mais le répit n'a duré que 2 jours. Le 3e soir, alors que Megan préparait le dîner, la sonnette a retenti. Elle a ouvert, et j'ai entendu cette voix, calme, posée, presque polie. « Je cherche ma fille. Amber Green, je sais qu'elle est ici. » Quand j'ai entendu sa voix dans l'entrée, tout mon corps s'est figé. Il ne criait pas, ne forçait pas la porte. Il parlait avec ce calme étudié qu'il utilisait toujours quand il voulait paraître raisonnable. Ce ton que tout le monde trouvait rassurant, mais qui, pour moi, sonnait comme une menace. Megan l'a reconnu tout de suite. Elle m'a jeté un regard par-dessus son épaule, un regard qui disait « Ne bouge pas ». Elle a ouvert juste assez pour parler à travers l'entrebâillement. Je ne voyais pas son visage à lui, mais j'entendais cette voix, si posée, si contrôlée. Il disait qu'il voulait simplement discuter, qu'il était venu en paix. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge. Ethan jouait dans la chambre à l'étage, inconscient. J'ai murmuré à Megan de refermer la porte, de ne rien lui dire. Elle l'a fait, doucement, mais fermement. Elle a ajouté que si quelqu'un devait lui parler, ce serait par l'intermédiaire d'un avocat. Puis elle a verrouillé. Quelques secondes de silence, puis le bruit de ses pas qui s'éloignent sur le gravier. Je me suis effondrée sur le canapé. Mes mains tremblaient sans que je puisse les contrôler. Megan s'est assise à côté de moi. Elle ne m'a rien demandé, elle a juste posé une tasse de thé sur la table et m'a dit de respirer. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ce soir-là, je n'ai pas mangé. J'ai juste regardé Ethan dormir, son petit bras posé sur son oreiller. Je lui ai caressé les cheveux en silence. Il n'avait rien demandé de tout ça. Tout ce que je voulais, c'était qu'il ait une vie normale, sans peur,
sans cette ombre qui s'invitait sans cesse dans nos jours tranquilles. Je crois que c'est la première fois depuis des années que j'ai pensé à partir, non pas pour fuir, mais pour recommencer, vraiment recommencer. Loin de tout ce passé, de Chicago, de ce nom qui m'écrasait. Mais comment on recommence quand on porte encore les cicatrices? Les jours suivants, j'ai essayé de garder le rythme. Je l'emmenais à l'école, je travaillais à distance, je préparais le dîner avec Megan, et peu à peu, quelque chose en moi s'est apaisé, pas la peur. Elle restait, tapie quelque part, mais la colère, cette rage qui m'avait tenue debout pendant des semaines, s'est changée en une sorte de lucidité froide. Je ne pouvais pas contrôler ce que mon père faisait, mais je pouvais contrôler une chose. Ma réaction. Un matin, j'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit une lettre, pas pour lui, pour moi. Pour me libérer de tout ce que je n'avais jamais osé dire. Je lui ai écrit que j'avais passé toute ma vie à essayer d'être sa fille idéale, que j'avais cru que si je faisais assez d'efforts, il finirait par me voir autrement que comme un échec, que j'avais accepté ses humiliations, ses silences, sa manière de faire passer la cruauté pour de la discipline, et que maintenant, je n'avais plus besoin de son approbation. J'ai signé mon nom, lentement, et j'ai glissé la lettre dans une enveloppe sans adresse. Je ne comptais pas l'envoyer. Je voulais juste ne plus la porter. Quand j'ai levé les yeux, Ethan était dans l'encadrement de la porte. Il m'a demandé si j'écrivais encore un de mes textes de Maman Courage. Je lui ai souri. Peut-être que c'était exactement ça. Ce soir-là, on a mangé des pancakes pour le dîner, pas parce que c'était prévu, mais parce qu'il a dit qu'il voulait un repas de bonheur. Alors j'ai sorti la farine, le lait, et on a ri en renversant la pâte sur le plan de travail. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie légère. J'ai compris que même si mon père essayait encore, même s'il continuait à se battre pour me contrôler, il avait déjà perdu, parce que j'avais enfin cessé d'attendre qu'il change. Il ne pouvait plus me voler ça. Et au fond, je crois que c'est ce qu'il ne supportait pas, que sa fille, celle qu'il pensait fragile, ait fini par se reconstruire sans lui. Le lendemain matin, la lumière entrait doucement par la fenêtre de la chambre d'amis. Ethan dormait encore, les cheveux en bataille, un bras pendant hors du lit. Je me suis levée sans bruit et je suis restée un moment à le regarder. Cette image m'a traversée comme un rappel de tout ce que je devais protéger, sa paix, son insouciance, ce monde qu'il commençait à bâtir loin du chaos. Je me suis assise dans la cuisine avec Megan. Elle m'a demandé si j'avais réfléchi à la suite. Je lui ai répondu que pour la première fois depuis longtemps, je ne savais pas, et que ça ne me faisait plus peur. Avant, ne pas savoir me terrifiait. Aujourd'hui, ça me laissait respirer. On a bu le café en silence. Elle m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Ce simple geste, cette confiance, m'a émue plus que tout. J'avais passé des années à me sentir de trop partout, et soudain, quelqu'un me laissait une place sans rien attendre. Vers 10 heures, mon téléphone a vibré. Un message inconnu. Je retourne à Chicago demain. Tu as gagné, si c'est ce que tu voulais. Pas de nom, pas de signature. Mais je savais. J'ai posé le téléphone sans répondre. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je n'avais plus rien à dire. Tout était déjà terminé. Pendant le reste de la journée, j'ai senti quelque chose de nouveau en moi. Pas de joie folle, pas de victoire éclatante, juste une sorte de calme. J'avais mis des semaines à comprendre que parfois, gagner, ce n'est pas prouver qu'on a raison. C'est simplement choisir la paix. L'après-midi, j'ai emmené Ethan au parc près de la maison. Il a couru avec Lucas, son ami de l'école. J'ai regardé leurs rires se mêler au vent, les feuilles qui volaient, les mères qui parlaient sur les bancs. Rien d'extraordinaire, juste de la vie. Et j'ai compris que c'était ça que je voulais lui offrir. Des jours simples, sans peur. Quand on est rentré, j'ai trouvé un email de la cour. La demande d'ordonnance restrictive avait été acceptée à titre provisoire. Il n'avait plus le droit de s'approcher de nous. Je n'ai pas ressenti de triomphe, juste un immense relâchement. Le soir, avant de dormir, Ethan m'a demandé si tout allait redevenir normal maintenant. J'ai hésité, puis j'ai répondu que rien ne redeviendrait comme avant, mais que c'était une bonne chose. Il a réfléchi un instant, puis il a dit que parfois, changer, c'est grandir. J'ai souri. Il n'avait que 6 ans, mais il avait tout compris. Je me suis glissée dans mon lit avec cette pensée. Le plus dur n'était pas de se libérer de quelqu'un comme mon père. Le plus dur, c'était d'apprendre à ne plus vivre dans la peur qu'il revienne. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. Pas un cauchemar, pas un sursaut. Juste du silence et le souffle régulier de mon fils dans la pièce d'à côté. Quand je me suis réveillée le lendemain, le soleil entrait par la fenêtre. L'air sentait le café et le savon. Je me suis surprise à sourire sans raison précise. Peut-être que c'était ça, la guérison. Pas un grand moment dramatique, mais une succession de matins calmes où on se rend compte qu'on n'a plus peur. Je ne savais pas encore où la vie nous mènerait, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais plus qu'elle me fasse mal. Ethan m'a serré fort avant de partir à l'école. Il m'a dit « Je t'aime jusqu'à Seattle et encore plus loin ». J'ai ri. Et j'ai pensé que oui,
C'était peut-être enfin le début de quelque chose de simple.